Salut à tous, j'espère que vous allez bien. La saison 2023-2024 vient de rendre son verdict. L'Olympique de Marseille a subi un véritable fiasco. C'est l'heure du bilan. On en parle tout de suite. Voilà, c'est terminé et hâte et content que ce soit fini parce que cette saison, c'était vraiment une catastrophe industrielle. Quand on regarde l'OM finir huitième au classement, c'est très loin des objectifs fixés par Pablo Longoria, très loin des espérances des supporters de l'OM. On était programmé pour finir deuxième, troisième, quatrième, pour accrocher la Ligue des Champions comme on a pu le faire l'année d'avant et l'année encore d'avant. Et là, on a sombré, on n'a pas compris ce qui s'est passé. L'OM est très loin de ses objectifs. Il n'y a pas que celui-là. En Coupe de France aussi, on a buté en 16e de finale. On n'a encore une fois pas réussi à passer un tour pour aller au moins en finale et tenter de rafler un trophée, le seul trophée sur lequel on peut penser, miser, espérer raccrocher cette disette depuis 2013. C'est aussi une coupe sur laquelle on a failli. Le seul petit point que l'on peut souligner positif, c'est d'avoir été jusqu'en demi-finale de l'Europa League. Ça, c'est une bonne chose. Mais quand on regarde la finalité de ne pas arriver en finale et encore moins de gagner, ben, on ne retient rien de la saison. Donc c'était une saison terne et on va essayer de se projeter pour savoir pourquoi elle a eu lieu. Moi, à mon avis, je pense déjà que le départ de cette saison a lieu à la fin de la saison dernière. Il y a tout juste un an, quand Igor Tudor a décidé de partir, c'était quand même une sacrée surprise. Quand on voit que le gars, il a terminé troisième, qu'il a amené l'OM à son objectif, c'est-à-dire au tour préliminaire de la Ligue des Champions, c'était quand même une belle performance. Le gars, il a amené du jeu, il a amené un style, il a amené des victoires, il a amené quand même une saison plus que correcte sur laquelle on a atteint nos objectifs. Donc on pensait pouvoir continuer avec lui. Et bis repetita, ben, comme Sampaoli, comme André Villas-Boas, dès qu'un entraîneur finit deuxième ou troisième, il reste pas, il s'en va. Là, ce qui est dommageable aussi, encore une fois, c'est qu'on annonce son départ à la fin du mois de mai. Ce qui aurait été bien, peut-être ça a été le cas, mais c'est quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne saura pas. Mais normalement, tu dois prendre la température de ton entraîneur au mois de mars, au mois d'avril, pour savoir si tout va bien, si l'année prochaine on continue ensemble ou pas et qu'on puisse se donner une parole d'homme. Donc, peut-être que Pablo Longoria a discuté avec lui et que Igor Tudor donnait l'impression qu'il allait rester, mais au final il est parti. Donc on s'est retrouvé dans une situation où pendant tout le mois de juin, tu cherches un entraîneur, alors que le mois de juin, normalement, tu devrais l'avoir pour l'année d'après et préparer ton mercato, préparer un petit peu la philosophie de jeu qu'il va y avoir, préparer le terrain pour que la saison se passe bien. Donc nous, on commence à aller dans tous les sens. Ça parle de Gallardo, ça parle de Christophe Galtier, ça parle de Franquez, ça parle de Conceição, ça parle de Fonseca, ça parle de Genesio, bref, ça parle d'une dizaine d'entraîneurs. Et au final, on spécule beaucoup et on ne sait pas qui c'est qui va venir. D'un coup, qui c'est qui est là? Marcelino, pas du tout le premier choix de Pablo Longoria, en tout cas en apparence, et c'est aussi son ami à qui il a décidé de laisser une chance pour qu'il puisse venir. Donc nous, les supporters marseillais, on n'est pas spécialement emballés, mais on se dit, bon, ça va être lui, ben, on doit faire avec et on va voir ce qu'il a dans le ventre. Vu que Pablo, l'année d'avant, avait choisi Igor Tudor, qui a été sifflé avant de commencer la moindre minute de la saison, et au final, il était amené troisième. Donc, comme Pablo Longoria était sur des réussites depuis qu'il était président, on a le droit de se dire, bon, ben, on va lui laisser une chance de voir ce que ça va donner. Mais le timing, il était déjà juste, puisque quand tu arrives fin juin, que la saison officielle par rapport aux entraînements, au retour des joueurs de vacances, ça se passe au mois de juillet, c'est déjà quelques semaines de retard. Ça aurait été bien d'avoir un entraîneur un peu plus tôt. Mais bon, bref, c'est Marcelino, donc on verra plus tard si le choix il va payer, on sait tous de suite que non. En ce qui concerne le mercato, l'OM continue pareil. On est dans l'instabilité. Ça aussi, on ne peut pas aussi trop le reprocher parce qu'on est en train de gagner. On a fini deuxième. L'année d'après, on a fini troisième sous l'ère Longoria. Donc on se dit, il change beaucoup, mais au final, il gagne. Donc on ne peut rien dire. Là, cette fois-ci, il a fait venir pas mal de joueurs jeunes, nouveaux, prometteurs, à fort potentiel. À la personne d'Ismaël Assar, Iliman Ndiaye. On peut quand même compter Vitinha qui était là en décembre dernier, ainsi qu'Unai, pour lesquels la vraie saison c'était celle-ci. Donc on investit sur des jeunes à fort potentiel en espérant qu'ils puissent se mettre dans le projet à portée directe du sportif. Par contre, dans le même temps, on se débarrasse
de joueurs de caractère, de joueurs qui commençaient à être là à l'Olympique de Marseille depuis au moins 2 ans, comme Cengiz Under, comme Matteo Guendouzi et même Dimitri Payet. Donc on se dit, les joueurs qui sont quand même présents depuis un moment, qui ont du caractère, qui ont la possibilité de tirer l'équipe vers le haut, d'accueillir les nouveaux, de pouvoir apporter ce truc, que ce soit sur le terrain ou en dehors, ben, ils s'en vont. Surtout quand on voit qu'Alexis Sanchez aussi, le buteur maison de l'année dernière, qui nous a sorti de pas mal de situations, même s'il a eu certains bas dans la saison, mais de manière générale, quand on a vu aussi Alexis Sanchez s'en aller, ainsi que tous ces joueurs, on s'est beaucoup interrogé. Mais encore une fois, on se dit, on fait confiance à Pablo, parce que jusqu'à présent, il a mené l'équipe à ses objectifs. Donc, on y va. Le championnat, il commence. Je parle même pas des matchs amicaux. On a eu quand même une bonne série, même si on a perdu contre les Leverkusen. Et quand on commence le championnat, on gagne sans être fameux. Mais au milieu se produit ce qu'on n'attendait absolument pas, qui ne devait pas arriver, le premier tour préliminaire de la Ligue des Champions, dans lequel on se fait éliminer de manière sale au tir au but. Et là, c'est le début de la catastrophe, un petit peu, qui pour moi va entraîner le reste de la saison. Parce que le Panathinaikos, ça a été une très grosse désillusion. Quand Igor Tudor est parti, c'était pour nous laisser en Ligue des Champions. On devait passer ce tour pour être en Ligue des Champions. La Ligue des Champions, on va rappeler que c'est la plus belle des compétitions. C'est celle sur laquelle tu gagnes le plus d'argent, celle où tu as le plus d'exposition. Et comme ton mercato n'est pas terminé, le fait de disputer la Ligue des Champions, ça peut t'amener un ou deux joueurs de dernière minute qui veulent disputer cette compétition et qui ont un nom à apporter. Donc ça pouvait être pas mal. Et aussi, comme tu viens de changer d'entraîneur, que tu as Marcelino, ben, quand tu as un nouvel entraîneur, on attend de suite qu'il pose sa patte. S'il nous qualifie face au Panathinaikos, ben Marcelino, il a déjà rempli la première case de te qualifier. Et là, tu commences à partir avec pas mal de confiance pour lui. Là, patatras, on s'effondre, pas les droits TV, pas les droits de machin. Et en plus, la manière dont on est sorti, on n'a pas joué le Bayer Leverkusen, on n'a pas joué Liverpool, on a joué une équipe respectable, mais qu'on pouvait battre. Surtout quand on se rappelle du match retour, on avait largement pris la main. Donc pour moi, ça a été le début de la descente, parce qu'on a eu quand même une grosse désillusion avec le Panathinaikos. Quand tu regardes le championnat, on a plutôt bien commencé. Si je me souviens, c'était contre Reims, on avait gagné le premier match. Mais là, on commence à voir que les limites, on commence à voir plutôt que le jeu de Marcelino a des limites, son 4-4-2. On n'arrive pas à trouver forcément beaucoup d'attaquants, c'est un peu terne. On a un jeu qui est un petit peu insipide. On s'est vite rendu compte de ça face à Nantes, quand il y a eu un partout avec un carton rouge contre Nantes. 80 minutes, on était à 11 contre 10 et ils reviennent au score. Ça, on s'est dit, ça commence à mal jouer. Et ce qui a été déterminant, c'est le match nul 0-0 entre l'OM et Toulouse, qui a entraîné le début de colère des supporters qui ont demandé une réunion avec l'état-major olympien. Et là, ça a été le tournant de la saison, avec la crise qu'on a appelée de septembre, qui a entraîné le départ de Marcelino, le départ de Ribalta, et Pablo Longoria qui a pris du recul sur sa situation. Il s'est mis en retrait pour se demander s'il allait continuer ou pas. Là, on était vraiment dans une sale situation. Je ne sais pas si on se rend compte 8 mois après dans quelle merde on était. Plus d'entraîneur, plus de directeur du football et peut-être un président qui s'en va. Et en plus, c'est le début de la saison. Donc là, c'était vraiment pour moi un des tournants aussi. Du coup, Pablo Longoria est resté. Franck McCourt a réussi à le maintenir au poste en le convainquant. Certains disent que c'est par rapport à un contrat assez serré sur lui qui ne lui permettait pas de partir. D'autres disent que c'est uniquement dans sa volonté de vouloir continuer. Donc on ne sait pas, mais bon, l'OM était dans une situation difficile, il fallait vite trouver un entraîneur. Marcelino parti, il fallait faire vite en attendant de trouver un entraîneur. Pablo Longoria a nominé Pancho Bardonado. Il y en a beaucoup qui ont apprécié cela, j'en fais partie parce que c'est un joueur, un entraîneur, en tout cas adjoint, qui connaît très très bien le club parce qu'il est là depuis de nombreuses années. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sympathie de la part des joueurs. On se dit, est-ce que ça peut peut-être marcher? Bon, ça n'a pas été facile. Il a mené un 3-3 de l'Ajax, mais après, il s'est fait ruiner face au PSG 4-0. Mais bon, on peut se dire qu'avec du recul, n'importe quel entraîneur qui aurait été à l'OM à ce moment-là, en tout cas de tout ce qu'on a eu par la suite, qu'on aurait pris la même au rouste. Donc Pancho, il a fait comme il pouvait. Mais bon, il fallait vite trouver un entraîneur. C'était pas au goût du jour de laisser Pancho jusqu'à la fin de la saison. Et là, Pablo Longoria fait venir Gennaro Gattuso.
Il y avait deux raisons, une bonne et une mauvaise de le faire venir. Mais la bonne raison, c'est quoi? C'est de se dire que Gennaro Gattuso, c'est quand même un entraîneur qui a de la poigne, qui a un sacré caractère en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas impressionner. Et comme l'OM commençait à battre de l'aile, on se rendait compte qu'il y avait peut-être pas mal de joueurs qui commençaient à être en dilettante et qu'il fallait quelqu'un qui rentre dans le tas. Donc se dire avoir ce type de personnage, ça pouvait être très bien et aussi qui pouvait bien s'adapter au contexte de Marseille. Il ne fallait pas avoir froid aux yeux pour venir à l'OM. Ça, c'est déjà un caractère qu'il faut au moins avoir, ne pas avoir froid aux yeux. Mais le deuxième point, c'est que comme beaucoup se sont dit, Gattuso en joueur, ouais, c'était ce qui se faisait de mieux. C'est une légende italienne, c'était parmi les meilleurs joueurs du monde. Mais un entraîneur, gros, c'est pas ça. Tu vois, il n'a pas connu une carrière d'entraîneur flamboyante. Aujourd'hui, c'était échec sur échec pour lui. Donc on s'est dit, s'il n'a pas réussi ailleurs, réussir à l'OM dans un OM qui va pas trop bien, ça risque de peut-être pas le faire. Mais bon, on n'a pas le choix. On est au mois de septembre, tous les bons postes sont pris, donc il faut trouver vite. Et Pablo Longoria a fait comme il a pu. Donc on se dit, on va faire avec lui. Il commence par une défaite, il me semble, et par la suite, on commence un peu à remonter. On se dit, ah, Gattuso commence à trouver son rythme, et peut-être que ça va apporter ses fruits au fur et à mesure. On enchaîne quelques belles victoires face à Lyon notamment, et on se dit, bon, ben écoute, ça va. Surtout qu'en Coupe d'Europe, c'était notre bouée d'oxygène déjà, parce qu'en phase de poule, on était invaincu jusqu'à ce qu'on perde contre Brighton. Mais en fait, Gattuso aussi, hein, il a commencé à se rendre compte que l'OM avait pas mal de difficultés, que les joueurs pour lui commençaient à penser qu'il n'y avait peut-être pas un investissement total. Il a essayé pas mal de choses, même si aussi on peut lui tirer la pierre parce qu'il a insisté dans certaines formations, il a insisté avec certains joueurs, il ne se remettait pas en cause, il ne se remettait pas en question, il ne changeait pas de stratégie en cours de match. Donc lui aussi avait sa part, même si ce qu'il a dit en partant était loin d'être faux, parce que quand il est parti, il a dit je ne peux plus rien pour cette équipe, il y a des joueurs qui ne sont pas à fond, il manque un enthousiasme, il manque quelque chose que je ne pourrais pas apporter. Donc ça, c'est vrai, parce qu'on l'a vu par la suite, mais lui aussi quand même n'était pas à la hauteur du poste parce qu'il fallait aussi se remettre en question et trouver des solutions. Même si c'est pas facile, il aurait dû trouver des solutions. Et quand on regarde qu'au mois de janvier en 2024, on n'avait fait qu'une seule victoire, c'était face à Thionville en Coupe de France, ben, on pouvait se dire que c'était chaud. On ne gagnait pas des matchs. Et donc contre Brest, là aussi, contre Brest, ça a été aussi le gros tournant quand tu te rends compte qu'ils jouent à 10, toi tu es à 11. Et c'est eux qui marquent, c'est eux qui gagnent, qui ramènent les 3 points. Allez hop, merci Gattuso, merci, au revoir. Allez, ciao. Mais Gattuso, bon, lui, on va pas forcément lui en vouloir parce qu'il a tenté, tu vois, il est parti pour cause de mauvais résultats. Quand Marcelino, il est vite parti. Certains comprennent parce qu'il aurait été menacé, d'autres ne comprennent pas parce qu'à Marseille, il fallait avoir du caractère pour quand même t'imposer et essayer de tirer l'équipe vers le haut. Donc Gattuso, je pense que personne ne lui tire vraiment rigueur à mort. Il a fait comme il a pu avec ce qu'il a pu et on savait quel type d'entraîneur c'était. Donc moi, je ne suis pas du tout étonné ni déçu. Il n'y a que les gens pour lesquels j'attends beaucoup qui peuvent me décevoir. Mais bon, donc là déjà, ça sent pas bon. Tu peux pas te dire, tu te dis, on va finir européen, tu vas essayer de faire quelque chose. Quand tu te retrouves dans cette situation, que tu es en comptant à Bardonado, déjà un troisième entraîneur sur le banc depuis le mois d'août, tu peux pas continuer comme ça. Et après, quand il est arrivé Gasset, c'est pareil. Gasset, au début, il arrive. Lui aussi, ça a été un choix un peu à la va-vite parce que tu n'as pas le choix. On est encore dans la saison. C'est pas comme ça que tu trouves un entraîneur. Moi, j'étais partagé. Je me disais, Jean-Louis Gasset, oui, d'un côté, parce qu'il connaît bien le championnat de France, il connaît quand même l'Olympique de Marseille, c'est un entraîneur francophone, il est disponible, donc ça nous donne des possibilités d'avoir quelqu'un qui pourra peut-être remonter tout ça, et on sait qu'à l'âge auquel il était, 70 ans, il a connu quand même une centaine de joueurs dans sa carrière, on se dit, lui saura psychologiquement aller vers les joueurs et les faire sortir de leur torpeur pour enfin avancer et débloquer certains joueurs. Mais tu te dis, Jean-Louis Gasset, c'était un entraîneur qui était donc sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Il venait d'être débarqué, il vient de vivre une désillusion parce qu'on comptait sur lui
pour amener la Côte d'Ivoire le plus haut possible. Côte d'Ivoire qui a eu beaucoup de difficultés à sortir des poules. Il a été remercié et dans le même temps, il voit que lorsqu'il a été remercié, son équipe elle va finalement jusqu'au bout et elle est championne d'Afrique. Donc ça te met un coup ça quand même au moral, même si tu souhaites pas malheur à l'équipe qui t'a laissé, mais ça peut te mettre un coup. Donc moi je me suis dit, est-ce qu'il est prêt psychologiquement pour reprendre l'OM? Bon, c'est un vieux loup de mer, donc il n'y a pas eu de souci, il a bien pris la mesure. Il a fait ce qu'il faut quand on regarde, 5 victoires dès le début, on s'est dit ça y est, on tient l'homme de la situation, il va nous amener au moins jusqu'au bout et peut-être que grâce à lui on sera européen. Parce que franchement on a eu 5 belles victoires consécutives et par contre ça a été suivi par 5 contre-performances. C'est le calendrier qui faisait ça aussi. Lorsqu'il est arrivé on a eu un calendrier assez abordable mais on a vu quand même sa patte. Lorsqu'on a joué le premier match son premier match à lui face au Shakhtar Donetsk, il nous a montré de suite qu'il avait proposé un meilleur jeu, il avait replacé des joueurs et ça avait apporté beaucoup de satisfaction. On a vu un Iliman Ndiaye transformé, le gars il marquait, donnait des ballons, il levait la tête, il a été replacé dans l'axe au lieu d'être à droite. On commençait à retrouver certains joueurs. Pierre-Emerick Aubameyang aussi, il commençait à enchaîner les buts, à être moins irrégulier. Donc on s'est dit que M. Gasset a amené cette touche psychologique et tranquille le chat, il a replacé les joueurs, il a replacé les formations pour arriver à quelque chose de convenable pour que l'OM puisse enfin s'envoler dans cette saison. Même si le calendrier était favorable, on pouvait se dire que c'était quand même sa patte qui faisait ça. Mais quand le calendrier s'est corsé, quand on a joué Paris, Lille, Nice, je ne sais plus trop qui, finalement les 5 victoires ont été succédées par 5 contre-performances. Même si en Coupe d'Europe on continuait, parce qu'il nous a fait rêver quand même contre Villarreal, match aller 4-0, l'OM commençait à beaucoup marquer. Lors de ces 4 premiers matchs, on avait marqué 16 buts, ça faisait 4 buts par match, c'était une moyenne qui était beaucoup plus haute que ce qu'on faisait les derniers mois, c'était vraiment bien. Mais comme je le disais précédemment, le calendrier, lorsqu'il a changé de tête et de visage, ça a été beaucoup plus difficile pour lui et on est retombé dans les travers, vraiment dans les travers de pas arriver à maintenir un score, pas arriver à marquer beaucoup plus que l'adversaire. À chaque fois, on se faisait revenir au score, c'était lamentable de voir ça. Donc Gasset, finalement, il est parti en nous amenant en demi-finale de Coupe d'Europe. C'est quand même très bien. Avec Ghislain Printemps, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais c'était trop difficile de prendre cette équipe sur la totalité parce que le problème, il était déjà à la jeunesse, donc c'était difficile. Maintenant, ça a été quoi les problèmes? Donc déjà, dans le recrutement, il y a des joueurs qui n'avaient rien à faire à l'Olympique de Marseille. Quand tu vois, parce que beaucoup disent Pablo, oui c'est vrai. Moi Pablo c'est quelqu'un que je suis pas je suis pas partisan de Pablo, mais je suis pas contre lui non plus. Moi je suis ravi j'ai été ravi quand il est venu parce que tu te dis bon c'est un homme du football avec peu de moyens, il a réussi à concocter une équipe, il a réussi à comprendre ce qu'il fallait à l'OM et on a réussi quand même à faire 2 podiums, donc c'est l'avantage qu'il a. Mais même s'il a fait pas mal de bons coups, il a énormément de déchets aussi. Donc je ne vais pas énumérer tous les joueurs, mais rien que sur les derniers, tu regardes Correa, tu regardes Malinowski, tu regardes... Il y a trop de joueurs, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Quand tu vois Vitinha, comme je disais une fois dans un live, Vitinha, tu as le droit d'acheter un joueur comme celui-ci, de miser sur lui. C'est pas ça le problème. C'est que financièrement, 25 millions plus 7 en bonus, quelque chose comme ça, en tout cas je crois que ça faisait 32 millions, ça pouvait coûter trop. Donc il s'est raté un petit peu. Moi je dis que la saison elle s'est jouée sur le mercato. Le mercato, on va pas commencer à tourner notre veste. Il y en a beaucoup qui étaient contents quand on a vu des joueurs prometteurs arriver, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut se dire, c'est que le mercato il a été totalement incohérent. C'est d'avoir beaucoup de joueurs jeunes, mais qui n'ont pas été mélangés avec l'expérience de ceux qui étaient là. Ceux qui étaient là, qui avaient pas mal d'expérience, qui pouvaient leur apporter, ils ont été mis dans un avion, ils sont partis. Ça a été ça le gros problème. Certains peuvent dire Aubameyang, c'est un homme d'expérience, mais lui aussi venait d'arriver. Et comme lui venait d'arriver et qu'il n'a pas planté d'entrée, lui aussi s'est retrouvé dans un certain désarroi, ce qui fait qu'il ne pouvait pas tirer vers le haut certains joueurs comme il a pu le faire à la suite de la saison. Donc pour moi, le mercato, mis à part des Correa, mis à part certains joueurs qui vraiment n'avaient rien à faire à l'OM, mais des Sarr, des Iliman Ndiaye,
des Unai, dans le fond, à la base, je peux me faire tuer en disant ça, mais c'est pas des joueurs dégueulasses. C'est des joueurs qui, à certains moments de la saison, ont montré, mais ils ont été trop mal accompagnés. Trop mal. Déjà sur le terrain, on a manqué déjà de capitaine Rongier. Qu'on le veuille ou non, il y en a qui ne veulent pas qu'il ait le brassard, mais il a un certain impact. Donc d'avoir manqué une très grosse partie de la saison sans capitaine Rongier, ça a beaucoup joué. Ne plus avoir d'Alexis Sanchez, ne plus avoir de Guendouzi, ça va beaucoup jouer. Ils ont beaucoup été livrés à eux-mêmes, moi je trouve. Et ça a été un gros problème. Alors ensuite, quand on voit qu'on succède les entraîneurs les uns après les autres, ça n'aide personne. La preuve, peut-être que certains d'entre eux qui sont encore à Marseille, il y en a peut-être qui vont sortir leur épingle du jeu. C'est peut-être possible. Il suffit de regarder Léo Balerdi. À un moment donné, plus personne ne pouvait le voir en peinture. Moi y compris, je disais, celui-là, il faut le mettre dans un avion, il faut le faire partir. Et moi, je disais, c'est pas qu'il est mauvais, mais il n'arrivera pas à Marseille. Ça y est, c'est trop tard. Il lui faut un nouveau début dans un autre club avec un autre coach. Et finalement, on peut le considérer comme l'un des meilleurs joueurs de la saison et une des plus belles valeurs marchandes que l'OM peut posséder. Là, aujourd'hui, il n'y a quasiment que lui. Ben, on a le droit de penser, d'espérer qu'un Iliman Ndiaye, peut-être qu'avec un bon accompagnement, peut-être avec de la persévérance, peut-être avec une bonne préparation, il pourra peut-être dans l'année aussi apporter une satisfaction. C'est possible. Peut-être qu'il fera caca, mais c'est possible. Donc, on peut penser ça. Mais de manière générale, le mercato il a été pas assez équilibré. D'autre part, on a eu le contraire de ce qu'on faisait avec Igor Tudor et Sampaoli. Les matchs à l'extérieur, ils nous ont tués. C'est pas normal qu'un club comme l'Olympique de Marseille ne s'impose pas assez souvent à l'extérieur. Ça a été le mal, ça a été le drame de la saison. 3 victoires à l'extérieur. Lorient, Clermont et Le Havre. Sur les 3 clubs, 2 sont descendus en Ligue 2 et Le Havre était à ça de jouer les barrages. Donc aujourd'hui, l'OM à l'extérieur, c'était nul, c'était bidon, c'est pas normal. Qu'on passe d'une saison où on est quasi les meilleurs à l'extérieur à plus nul, là il y a un déséquilibre total qui se fait. Et ça, c'est aussi la preuve d'un manque de continuité. L'OM a été nul à l'extérieur. Par contre, on a été très bon à domicile. Quand l'année d'avant ou celle d'avant encore, on n'était pas du tout bon à domicile. Il faut trouver un putain d'équilibre. Il faut trouver un équilibre positif dans lequel tu gagnes chez toi et à l'extérieur, tous ceux qui sont à ta portée, tu prends des points et ceux qui sont plus durs, ben, tu prends un point et au pire, tu perds. Maintenant, tu perds à l'extérieur contre Paris ou contre Lille, ça va. Mais contre toutes les équipes, Reims, j'ai du respect pour cela, mais Reims et toutes les autres équipes qui sont en Ligue 1, tu dois pouvoir prendre 3 points dès que c'est possible et continuer à jouer comme ça au Vélodrome. Donc ça a été un des gros points noirs de la saison, ne pas savoir être régulier, positif à l'extérieur. Et aujourd'hui, quand tu ne gagnes pas à l'extérieur des équipes que tu dois gagner, n'espère pas devenir européen. Quand tu regardes le mercato d'hiver à la base, c'est fait pour ajuster ce qui te manque. Et aujourd'hui, tu as dû prendre Quentin Merlin, parce que Renan Lodji, ça n'a pas été ça. Donc il est parti. Bon, on a quand même fait une vente plus que correcte vers l'Arabie Saoudite. Donc c'était bien, il ne nous correspondait pas. Mais sur un point de vue sportif, ça aurait été bien d'avoir un latéral gauche dès le début qui cartonne, que de devoir prendre un joueur en Ligue 1 qui doit s'adapter au fur et à mesure. Faris Moumbagna, moi, je l'aime bien dans le sens où il triche pas. Il a marqué des buts importants, surtout dans la semaine où il a égalisé contre Toulouse et qui nous a permis aussi de nous qualifier face à Benfica, parce que c'est grâce à lui qu'on est allé au tir au but. Mais de manière générale, Moumbagna, c'est pas suffisant. Après, il n'a pas assez joué non plus. Donc, il y a des moments où on n'a pas fait confiance en lui et on ne sait pas ce qu'il aurait pu donner s'il avait pu jouer. Mais c'est pas ça. Luis Garcia, c'est pas ça. Merlin, c'est moyen. Moyen correct quand même, ça va, mais bon, pas extraordinaire. Jean Onana, il est arrivé, il savait qu'il avait une émission de 6 mois, donc le gars, il va pas donner il va pas donner corps et âme à l'OM, tu vois, donc lui non plus, pas trop ça. Donc en fait, on ne sait pas
se renforcer de manière efficace lors des mercatos d'hiver. Et l'année d'avant, quand tu regardes Unai et Vitinha, ils t'ont pas apporté non plus. Donc on s'est manqué sur pas mal de choses. Il y a des joueurs qui n'ont rien à faire là. Pablo Longoria a dit qu'il tire des leçons, qu'il veut repartir de l'avant. Et je pense qu'il est conscient aussi que la stabilité, c'est quelque chose de très très important. Mais aujourd'hui, quand tu te rends compte que tu as un effectif qui n'est pas à la hauteur de ce que l'on attend, si tu gardes le même effectif, l'année prochaine, tu fais la même saison, c'est certain. Donc il va falloir tout recommencer. Moi, qu'est-ce que je me dis maintenant aujourd'hui? Il y en a qui, quand je me balade sur Twitter, il y a une partie qui dit on ne veut plus Longoria, il y a une autre partie qui dit non, il faut continuer avec lui. Moi, je fais partie de ceux qui veulent continuer avec lui. Pourquoi? Tout simplement parce que Longoria, il s'est raté. Il est responsable de ce fiasco. Je pense qu'il ne va pas se cacher derrière, il le sait très bien. On est tous conscients que Pablo Longoria, en grande partie, ce sont ses choix qui ont entraîné ses conséquences. Mais moi, je pars du principe qu'il a quand même fait 2 bonnes saisons à l'Olympique de Marseille, qu'il a choisi des coachs comme Sampaoli, comme Igor Tudor, qui ont quand même eu des résultats. Il a eu des joueurs qui ont été bien, même s'il y en a eu beaucoup qui sont passés à côté. Mais de manière générale, ça marche. Là, il s'est raté. Moi, je suis intéressé pour voir sa faculté à rebondir. On a le droit de faire des erreurs, on a le droit à une seconde chance et de voir comment la personne va rebondir après un échec. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que si Pablo Longoria rebondit en essayant d'installer de la stabilité, en essayant de ne plus refaire les mêmes erreurs, déjà qu'il était loin d'être mauvais lors de son arrivée à l'OM, ben on aura un président qui va progresser de manière constante, qui pourra amener à l'OM ce que l'on attend. Donc moi, je fais partie de ceux qui veulent le voir continuer au moins une saison. Mais pour moi, c'est ma dernière chance. Si l'année prochaine, tu finis 7e ou quoi que ce soit, ça voudra dire qu'il n'est pas à la hauteur du poste pour lequel on l'a nominé. Si on regarde dans les 20 dernières années, les présidents de l'OM, en moyenne, c'est une durée de 4 ans à peu près. Là, Pablo Longoria va être dans sa 4e année. Alors certes, il a apporté du positif par rapport au déficit de l'OM. C'est pas ça encore, on est très loin du compte. Mais il a déjà réduit pas mal, donc il est sur la bonne voie sur certaines choses. Mais par contre, sur d'autres, il est revenu en arrière. Prends ton rôle, fais le nécessaire et montre-nous que c'était une erreur et qu'aujourd'hui, tu vas progresser. Mais là où il y a un peu le doute qui s'installe en moi, c'est que je me dis, il faut éviter l'instabilité. Mais quand tu vois l'effectif que tu as actuellement, que à l'heure où je tourne, le 20 mai, il n'y a pas d'entraîneur encore, il va falloir encore tout démolir pour tout reconstruire. Là, on n'a pas le choix. Là, on n'a pas le choix parce que surtout l'effectif, franchement, il faut garder, il faut sécuriser qui? Léo Balerdi, mais s'il y a une belle offre, c'est sûr qu'on le vend. Il faut sécuriser qui? Peut-être Jordan Verretou. Il n'a pas triché cette saison, il a été quand même pas mal. Il a eu des hauts et des bas, mais c'est un joueur, il ne s'est pas caché et je pense qu'on peut compter sur lui l'année prochaine. Et bien évidemment, Pierre-Emerick Aubameyang, ton meilleur buteur, le meilleur buteur de l'Europe, en Europa League en tout cas. Il a montré qu'il était vraiment affûté, capable de pouvoir s'investir, même s'il a eu les montagnes russes, mais par la suite, il a été après très constant, donc il est monté en flèche à partir de la mi-saison et on peut être que satisfait de lui. Donc ça serait bien qu'il puisse rester, qu'on puisse l'entourer aussi. Parce qu'à l'OM, le drame, c'est que quand on a des milieux de terrain capables de donner de très bons ballons, devant, il y a des gains. Et quand on a un tueur devant, il y a des gains qui donnent les ballons. Donc il faudra trouver la solution pour avoir un mercato qui sera malheureusement tout refait, mais sur lequel il faudra vraiment poser des bases solides et avoir des joueurs qui s'inscrivent dans la durée. Ce que tu gardes, il faut qu'ils soient concernés. Et ce que tu ne gardes pas, ben, il faudra essayer de tirer le meilleur billet, mais ça risque d'être très compliqué. Là, l'espoir, ça pourrait être de se dire quoi? Que Pablo Longoria, cette fois-ci, il ne va pas être seul. Bon, il était accompagné par Ribalta. Ribalta, après son départ, on n'en a pas trop parlé, mais il était quand même derrière pas mal de transferts. Il épaulait beaucoup Longoria. Il n'est plus là. Maintenant, il y a Mehdi Benassia. Alors, Mehdi Benassia, qui est conseiller sportif, alors qu'il est, je ne sais même pas son statut au sein de l'Olympique de Marseille. Aux dernières nouvelles, il était encore prestataire. Donc, à voir déjà si sa situation contractuelle évolue. Et si elle évolue, ben, bon, dans tous les cas, il va rester à l'OM. On va voir aussi
Mehdi Benassia, qui est arrivé en cours de route, ce qu'il va apporter. Parce que Mehdi Benassia, voilà, il est proche de Pablo Longoria, ils vont faire le mercato à deux, et Mehdi Benassia va amener sa pierre à l'édifice. En tout cas, on l'espère, parce qu'aujourd'hui, c'est un nouvel homme fort de l'OM. En tout cas, il a fait preuve de beaucoup de caractère dans cette saison. On l'a beaucoup plus vu que Ribalta. Ben, ça peut être aussi une bonne chose. Hâte de voir ce duo fonctionner. Mais il va vraiment falloir déjà commencer par l'entraîneur, le sécuriser rapidement et essayer de trouver quelqu'un qui puisse rester au moins 2 ou 3 ans parce que c'est pas possible. C'est incroyable il n'y a aucun président à l'OM qui a réussi à garder un entraîneur pendant longtemps. Et c'est les entraîneurs qui restent au moins 2, 3 saisons qui commencent à avoir des beaux résultats, je pense. Donc l'OM, c'est compliqué. Il va falloir serrer les dents et espérer que on trouve l'entraîneur idéal, qu'on fasse un mercato idéal, que cette fois-ci, on ne brade pas nos bons joueurs. Comme Balerdi, moi j'espère qu'il va rester, mais je ne serais pas étonné de le voir partir pour une fois qu'on a une belle valeur marchande. Et on sait que comme Longoria, il a tendance à rapidement vendre les joueurs qui ont le potentiel. Il risque peut-être de le vendre, mais j'espère que ça sera un très bon prix au pire. Mais bon, il faut construire, je pense, autour de lui. Chancel Mbemba, voir un peu où il en est, parce que c'était un très solide rock, mais cette saison, elle a été quand même assez difficile pour lui, à l'image de sa fin de saison dernière. Donc, essayer de voir. Mais aujourd'hui, faire partir tous les joueurs qui sont pas au niveau. Dans un vrai OM, il y a pas mal de joueurs qui n'auraient pas du tout leur place. Donc, il va vraiment falloir se pencher sur ça. Et la clé de la réussite, ça va être Pablo Longoria, de voir avec Mehdi Benassia ce qu'ils vont faire vraiment et de voir comment ils vont inscrire le club dans une stabilité. Si on ne rentre pas dans une stabilité, on est mort. Et aussi, arrêter d'acheter des joueurs trop chers. Il faut vraiment réfléchir. Comme je disais au Football Club de Marseille, quand on a acheté Vitinha à 32 millions en tout avec les bonus, l'OM, alors qu'il est, en tout cas avec les finances que l'on a, on ne peut pas se permettre d'acheter des joueurs à 30 millions. On doit aujourd'hui vendre pour 30 millions. Et lorsqu'on aura une assise offensive, une assise financière beaucoup mieux, beaucoup plus importante, tu pourras miser des 30 millions d'euros sur des joueurs, mais des joueurs qui sont confirmés. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de ratés et il faut limiter la casse. Des Malinowski, des Correa, nanani, nanana. Il faut éviter, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Tu vois, il y a des joueurs sur lesquels tu ne misais pas et finalement, comme Luis Enrique, l'OM souhaiterait le conserver. Et quand on regarde, ma foi, depuis son retour, il a apporté quelque chose de bien pour l'OM. Donc, tu vois, des fois, d'une année sur l'autre, ça peut. Et moi, c'est ce que j'espère pour Sarr, c'est ce que j'espère pour Ndiaye, ce que j'espère pour Unai. Parce que qu'on les aime ou pas, pour moi, ils ont du ballon. Il faut juste qu'ils soient bien accompagnés, à coups de bâton peut-être. Mais en tout cas, leur montrer comment il faut avancer. Même un Harit. Hein. Mais Harit, le problème qui se pose, c'est que là, il est plus nouveau à l'OM. Il a plus 20 ans. Il a du talent, comme je le disais pendant les débriefs. Il récupère bien le ballon. Il a des très bons premiers contrôles. Il a une remontée de balle qui est impressionnante. Mais dès qu'on arrive à 20 mètres des cages, hop, je bloque. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il faut que je tire, il faut que je passe, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Hop, il perd le ballon, c'est fini. Alors que s'il la distribue, lui, il aurait 7-8 passes décisives en plus. Et Aubameyang, il aurait 6 ou 7 buts de plus. Il aurait largement battu Didier Drogba. Donc, tu vois, à un moment donné, même sur Harit, il faudra se poser la question, est-ce qu'il faut le conserver, est-ce qu'il ne faut pas le conserver. Il a du talent, mais qu'il n'arrive pas à exploiter à l'OM. Donc, des fois, il y a des moments, il faut peut-être pas trop insister. Donc, voilà, j'ai fait un peu un bilan totalement improvisé. Désolé, j'ai pas de chiffres, j'ai pas préparé. Moi, ma chaîne, c'est du plaisir. Hein. Je fais pas trop de trucs carrés, tout ça. Il faudrait peut-être le faire, mais moi, je fais un petit peu au ressenti, à l'improvisation. Voilà les gars, pour conclure, c'était une année de merde. J'espère qu'on revivra plus ça. L'OM se doit d'avoir un entraîneur digne de ce nom. L'OM doit avoir une équipe compétitive. L'OM doit avoir des joueurs qui sont concernés. On doit avoir la possibilité de gagner la Coupe de France. On doit avoir la possibilité de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Ne pas oublier le centre de formation.
On a un bon centre de formation, une des belles et bonnes choses que Pablo Longoria a réussi à faire. En plus, moi j'y tenais parce que lors de sa conférence de presse l'année dernière, c'était ma première question que je lui ai posée. C'était sur le centre de formation et je lui avais demandé à Pablo qu'est-ce qu'il comptait faire pour le centre de formation. Ben, au final, ce qu'il a annoncé, alors il n'y a pas eu tout, parce qu'il avait dit les infrastructures, tout ça, il y a des choses qui sont en retard, mais il a quand même fait du bon boulot. Il y a eu du ménage qui a été fait, ça porte ses fruits. On voit les minots aujourd'hui, on a une belle génération qui est derrière. Il y a pas mal de bons joueurs, en plus ça fait plaisir, l'OM est qualifié pour la Coupe Gambardella, donc il y a un titre à aller chercher. Il y a des joueurs à fort potentiel que tu pourras peut-être te servir, même si aujourd'hui il y a des discussions qui sont difficiles, mais on va espérer aussi que l'OM saura sécuriser des Enzo Sternal, il faudra penser à Gaël Lafont, bon lui ça va, son contrat ça va, penser à Bakola, essayer de voir aussi Aboubacar Dosso, c'est un très bon gardien, voir ce qu'on peut faire avec lui et aussi leur donner leur chance parce qu'aujourd'hui il faut faire attention de ne pas avoir une bonne génération et de ne pas leur donner leur chance. Ça peut pousser à la frustration. Il y a des joueurs parmi ceux qui sont là en finale de Gambardella qu'il faudra introduire aussi petit à petit dans le groupe pro pour qu'ils puissent goûter au monde professionnel et avoir l'envie de continuer à l'OM et pas se retrouver avec des joueurs qui veulent absolument partir ou des joueurs qui vont demander des salaires indécents alors qu'ils n'ont même pas goûté encore au monde professionnel. Voilà, c'est des choses qu'il faudra aussi améliorer parce qu'aujourd'hui, pour l'Olympique de Marseille, c'est dur d'acheter de très bons joueurs. Ça devient très dur parce que ça devient trop cher. Il y a de très gros clubs qui se positionnent maintenant sur la post-formation. Donc c'est à nous aujourd'hui d'aller chercher dans notre jardin les joueurs que l'on peut avoir, que l'on peut faire grandir directement de ton propre vivier. Ça devient quelque chose d'important, mais sur ça, on a l'air d'être sur la bonne voie. Juste si on sécurise tous ces joueurs-là, si maintenant ils partent comme ça, on aura fait tout ça pour rien. Donc voilà, de manière globale et générale, très déçu de la saison. 8e, c'est un scandale quand tu vois que Lyon est passé devant toi. Alors Lyon aussi, on en parle vite fait. On les a hués, on faisait toc toc toc. Qui c'est? La Ligue 2, on s'est moqué d'eux. Ils étaient derniers, on avait 20 points d'avance sur eux. Ils ont terminé européens et en plus ils vont jouer la Coupe de France. Voilà, ça c'est bien fait pour notre gueule. Et c'est des choses qui te font vraiment mal. Tu te rends compte que c'est vraiment une saison à oublier et en espérant que l'OM revienne vite. Moi, je pense que Pablo Longoria devrait continuer, mais il faut vraiment qu'il envoie les bons moyens, les bonnes stratégies, qu'il réfléchisse bien, que Mehdi Benassia l'épaule bien et que nous, on soit toujours derrière. Bon, on dit ça, mais on sera toujours derrière, même s'il y en a qui disent ouais, je me réabonne pas, etc. Mais je pense qu'on sera quand même énormément à suivre l'OM parce qu'on a encore fait guichet fermé toute la saison. La seule satisfaction, c'est le public. Franchement, le public a répondu présent. Il y a eu des saisons où on a été moins pire que ça et où il y a eu des mouilles maillot casse-toi beaucoup plus chaud, les chèvres, etc. Là, le public, il a quand même joué son rôle. Guichet fermé quasi à tous les matchs. On est allé jusqu'au bout. Il n'y a pas eu de choses trop violentes lorsqu'on avait des mauvais résultats. Ça a été dans la normalité, donc le public, tu peux lui tirer un chapeau. Et aussi tous ceux qui se sont déplacés, même s'il y a eu beaucoup d'interdictions, tu vois que dans les parcages marseillais, tu entends que les Marseillais de partout où tu es. Et ça, c'est notre force, il faudra continuer. Mais cette force, elle est décuplée lorsqu'on a une équipe qui joue. Là, aujourd'hui, qui joue l'Europe, je voulais dire, maintenant, passer l'année prochaine sans Coupe d'Europe, c'est vraiment la double peine, déjà sportive, parce que bon, nous, quand, voilà, maintenant, voir Paris, Monaco, Lille, ouais, c'est bien, mais je m'en fous. Moi, je veux voir l'OM jouer. Et là, pas d'OM en Coupe d'Europe, ça va nous faire mal de ne pas y être. On est programmé pour être en Coupe d'Europe. Bordel de merde, c'est comme ça. Là, aujourd'hui, pas d'OM, ben, qu'est-ce que tu veux faire? C'est triste, ça fait chier, mais aussi ça va jouer déjà pour le futur entraîneur. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'un Paulo Fonseca, ouais, lui, il peut jouer avec Lille s'il reste un tour préliminaire de Ligue des Champions. Il va quitter ça pour venir dans un club qui joue pas l'Europa League au minimum, même pas la conférence. Ça va être compliqué de faire venir un entraîneur. Et pas que les entraîneurs, même les joueurs pour le mercato. Le fait de pas avoir, le fait de ne pas du tout avoir de Coupe d'Europe, ça va. Il y en a qui vont tirer le frein à main. Donc ça joue dans tous les sens. Et je parle même pas du financier qu'on va pas avoir dans nos poches, les droits télé, etc. qui vont s'additionner. Donc il va falloir ne pas compter sur ça et ça c'est dramatique. Donc pour moi, pour conclure, je dirais Pablo, voilà, il y a eu des choses qui ont été mal faites. On va vite voir les conséquences de ce que ça entraîne, mais
faut plus le faire. Hein. Et moi, je te dis, il y en a déjà qui veulent plus le voir continuer, mais tu es un peu obligé. Tu vas mettre qui à la place de Pablo Longoria? Envoyer des noms, c'est pas facile. Hein. C'est à McCourt de trouver des noms. Mais McCourt, il s'en fout du football. C'est pas du tout son délire. Il n'est pas là pour ça. Et ça aussi, hein, c'est. Il y en a un qui me disait la dernière fois, je disais McCourt, il doit être un peu plus présent. Il me disait non, mais quand tu as mis qui il faut, quand tu as mis un président du directoire, un directeur général, que tu as tout ça, tu ne dois pas être présent. Je suis parti en d'accord. Quand tout va bien, ben, on n'a pas besoin de l'actionnaire. S'il n'est pas là, ben, c'est pas grave. Mais quand il y a des moments où ça va pas, il aurait dû faire preuve d'un peu plus de présence. Donc, on peut lui reprocher ça, même si aujourd'hui, on peut lui reprocher aussi de peut-être pas mettre la main à la poche. Il y a ce truc-là, il pourrait mettre un peu plus, mais après, lui, il est chef d'entreprise. Quand il a nommé un directoire, c'est pas pour leur donner de l'argent, forcément. C'est pour que ce directoire lui rapporte de l'argent. Donc, je peux comprendre dans un sens. Après, bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il a tranché, je pense, par rapport aussi, on s'est évité un énorme problème avec Stéphane Tessier. Parce que Stéphane Tessier, quand il est à l'OM, là c'était, enfin, il y a encore pour l'instant, mais même s'il est annoncé sur le départ, Stéphane Tessier commençait à avoir des clans au sein de l'OM. Ça s'attendait absolument pas avec Mehdi Benassia et Pablo Longoria. Et là, ça sentait la grosse fumisterie, la grosse embrouille. Ben, ça, c'est déjà très bien que Stéphane Tessier s'en aille. Parce qu'il disait qu'il ne voulait pas le poste de président, mais beaucoup pouvaient commencer à penser qu'il était intéressé par le poste. Ça aurait pu faire une guerre en interne qui aurait pu avoir de sales conséquences pour l'OM. Ça, si c'est McCourt qui a tranché ou quoi que ce soit, ça peut être bien, mais apparemment, c'est plus lui qui a voulu partir pour des raisons personnelles. Et au moins, on s'évite déjà encore une guerre qui aurait pu prendre des proportions plus grandes. Donc voilà les gars, c'est mon petit bilan, un peu à l'arrache, pas de chiffres, on est là pour faire du freestyle, vous me connaissez, c'est comme ça. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de la saison, je pense que on est tous unanimes, mais n'hésitez pas, ce qui m'intéresse à lire, vous, c'est plutôt qu'est-ce que vous verrez pour la saison prochaine de manière raisonnée et mesurable, hein, que ce soit possible, hein. Quelles seraient pour vous les solutions qui vont nous permettre de pouvoir remonter la pente et de pouvoir atteindre nos objectifs l'année prochaine. Ça peut être peut-être le choix de l'entraîneur, le choix de joueurs, qui c'est que vous voulez voir partir, qui c'est que vous voulez voir rester. En tout cas, quelles sont les solutions qui pour vous peuvent être, qui doivent être mises en place pour qu'on puisse avoir un meilleur lendemain. Voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir d'avoir partagé cette mi-saison avec vous, parce que j'ai commencé ma chaîne au mois de décembre. On est 1300 depuis le début, ben, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à tous ceux qui regardent les vidéos sans s'abonner, abonnez-vous. Je crois que vous êtes 70% à ne pas être abonné, à être régulier et pas à être abonné. Donc abonnez-vous les gars, ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager. Je vous dis à la prochaine, sûrement pour une vidéo sur le futur entraîneur. C'était Karim Djouf. Ciao.